Donc on va peut-être parler d'Alain Soral, qui est une des clés centrales de cette nébuleuse sous-fasciste. D'accord. Donc je te laisse la parole, Simon. Pour Alain Soral, donc Alain Bonnet Soral de son vrai nom, puisque Monsieur Soral est un noble. Donc ce qui le caractérise en fait, c'est d'abord, s'il fallait choisir une caractéristique très générale, c'est le confusionnisme. Hein. C'est-à-dire que quand on écoute les discours d'Alain Soral d'une oreille un peu distraite, on pourrait presque avoir l'impression qu'on a affaire à une sorte de polémiste d'extrême gauche, quelque chose du genre. Hein. Quand on entend ses critiques sur le nouveau parti anticapitaliste, qui est au service du système, hein, ce qui effectivement est une opinion qui peut se défendre. Ses critiques sur Bertrand Delanoë et la politique de boboisation de la capitale, hein, de vider la capitale de ses prolétaires, ce genre de critiques, si on s'en tient à ça, on pourrait avoir l'impression qu'elles sont faites d'un point de vue d'extrême gauche ou libertaire. De même, il critique en apparence, en tout cas, des phénomènes de société tels que le communautarisme ou le féminisme de la bourgeoisie, où il explique, ce qui d'ailleurs peut se défendre comme opinion, que le féminisme de la bourgeoise ne peut en aucun cas être utile aux caissières, aux prolétaires de base, qui n'ont pas les mêmes intérêts que des femmes qui sont dans le showbiz ou qui sont très riches et qui veulent s'émanciper sans doute, mais d'autres choses que du salariat, puisqu'elles ne sont pas salariées. Donc bref, quand on s'en tient de très loin à certains, je dis bien certains discours d'Alain Soral, on peut avoir l'impression qu'on a en face de nous une sorte de, si ce n'est de libertaire, en tout cas, oui, de polémiste d'extrême gauche. Mais plus on rentre dans les détails, et plus on s'intéresse à la fois à son parcours politique, sa trajectoire et au discours qu'il tient, et plus il est flagrant qu'on a en face de nous quelque chose qui ne relève pas de l'extrême gauche ou de quoi que ce soit de ce genre-là. En fait, pour reprendre l'expression utilisée, il s'inscrit pleinement, c'est même le chef de file, s'il fallait en trouver un, de ce qu'on pourrait appeler le sous-fascisme. Donc, pour rester sur la question du confusionnisme, un des points qui revient tout le temps dans le discours d'Alain Soral, enfin c'est pas un point qui revient tout le temps d'ailleurs, c'est plutôt des contradictions permanentes en fait. Hein. C'est-à-dire que l'objectif d'Alain Soral, comme d'ailleurs de toute la mouvance sous-fasciste, c'est d'essayer de recruter assez large et notamment de s'ouvrir à un nouveau public, à la fois un public plus jeune que le public traditionnel de l'extrême droite et peut-être aussi plus issu des couches populaires ou des couches issues de l'immigration. Hein. Jusque-là, le militant de base d'extrême droite, enfin s'il était jeune, c'était plutôt un étudiant en droit, enfin un petit bourgeois, quoi. Là, on a affaire à autre chose, quoi, avec Alain Soral. Enfin, je ne sais pas si ça marche, mais en tout cas, il essaye. Et donc on a des discours, par exemple, tournés contre la police ou contre l'armée en apparence. Il peut affirmer, par exemple, que la France est un régime totalement policier et totalitaire. Et en même temps, dans d'autres discours, dans d'autres circonstances, voire parfois dans le même discours, il n'hésite pas à se plaindre que les flics n'ont plus aucun pouvoir depuis très longtemps en France. Donc le discours classique de l'extrême droite sur l'autorité qui n'est plus respectée, le respect qui se perd, etc. Mon pauvre monsieur. Voilà, tout fout le camp, ma brave dame. Donc voilà, là on voit bien, ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, mais on voit bien qu'il essaye à la fois de garder ses soutiens traditionnels à l'extrême droite et d'avoir un discours pseudo-libertaire qui pourrait éventuellement plaire aux jeunes de banlieue qui, ce n'est pas un secret, sont souvent victimes de violences policières. Donc toujours dans cette catégorie de discours un peu incohérents, il est intéressant de se pencher sur ce que Soral racontait à propos de Dieudonné, qui maintenant apparemment, c'est ses meilleurs amis du monde apparemment, mais il y a quelques années, c'est pas très ancien, donc il y a 7 ans, en 2002, Soral évoquait l'inculte et désormais pas drôle Dieudonné. Il lui reprochait notamment de ne pas oser montrer du doigt cette communauté invisible, certes surreprésentée dans le showbiz en termes de quotas, mais à laquelle il doit aussi son doux statut de rigolo. Donc en fait, en gros, Soral reprochait à Dieudonné de ne pas être assez antisémite. Hein. Donc Dieudonné a fait des progrès depuis apparemment, puisque Soral s'entend très bien avec. Donc de manière plus générale, au-delà du seul cas de Dieudonné, on voit que Soral a compris que, en gros, il n'y avait pas d'espoir pour l'extrême droite si on s'en tenait à un public traditionnel de cathos traditionnalistes. Et donc, du coup, on assistait à un revirement concernant les Arabes et ou les musulmans. Il y a quelques années encore, donc Soral les décrivait en ces termes. Donc, je cite donc des extraits d'un livre qu'il a sorti en 2002 qui s'appelle Abécédaire de la bêtise ambiante. Jusqu'où va-t-on descendre, pardon. Donc, dans ce livre, Alain Soral disait par exemple leur seul espoir aux Algériens, c'est qu'on retourne en Algérie. Ou celui qui se comporte en colon de plus en plus, c'est le beurre. Hein. Ou encore il décrivait la France comme un pays d'anglo-saxons névrosés envahi de maghrébins hostiles.
Ou à propos de la situation en banlieue populaire, donc dans les années 60. Donc Alain Soral affirmait dans cet ouvrage, les seuls qui posaient problème déjà, c'était les Algériens, qui se tenaient à l'écart, dans la solitude, la peur, l'islam et la sonacotra, et dont les jeunes, peu nombreux pourtant, foutaient déjà la merde. Donc ça, c'était donc dans un livre sorti en 2002, il y a 7 ans. Maintenant, il a changé de stratégie en fait, radicalement. Donc il a publié quand même ses tribunes à un moment sur Ouma.com qui se veut le portail, enfin soi-disant, je sais pas à quel point c'est représentatif, mais qui se veut le portail de la communauté musulmane en France. Et donc Alain Soral a notamment affirmé que il trouvait que le voile, finalement, réflexion faite, c'était pas plus oppressant ou opprimant que le string. J'ai pas vu beaucoup de nanas avec un string sur le nez. Et donc dans le même genre, il a aussi affirmé que donc désormais les premiers qui devraient se battre pour la préférence nationale, c'était les immigrés en situation régulière, c'est-à-dire que il a déplacé la frontière. Avant, c'était l'immigration en tant que telle qui est un problème pour l'extrême droite. Désormais, c'est seulement les immigrés sans papier, ce qui permet éventuellement, enfin c'est pas éventuellement là, c'est sûr, ce qui permet de récupérer tous ceux qui sont d'origine étrangère, issus des minorités visibles, mais qui sont en règle. Tout cela, Soral essaye clairement de les récupérer en disant, étant donné que vous êtes plutôt dans les métiers les plus bas au sein de l'échelle sociale, vous êtes les premiers concernés par l'immigration illégale, donc en gros rejoignez-nous, soyez fachos. Bah oui, parce que qui est-ce qui va faire les travaux pour Bouygues après si on trouve des gens qu'on peut payer encore moins cher, qu'on peut faire venir sans papier, franchement. Comment le SDF, le Stade de France aurait été construit, franchement, le SDF, fallait trouver. Donc, enfin, je prends donc un dernier exemple concernant les contradictions qui sont omniprésentes dans les discours d'Alain Soral. Attends, toujours à ce sujet, j'en ai peut-être une pour compléter sur les Arabes. Soral, il a fait un petit entretien à Éléments. Vous connaissez Éléments, hein, c'est la revue d'Alain de Benoît. C'est la revue d'Alain de Benoît, donc du GRES, hein, du groupe de recherche et d'études pour la civilisation européenne. Donc c'est la nouvelle droite, c'était constitué dans les années 70, une sorte de laboratoire pour préparer les contre-offensives face au gauchisme, au marxisme, aux libertaires menaçants. Et donc en 2004, il avait accordé donc un interview dans lequel il disait, alors il défendait la civilisation par l'islamisation. Hein. Il disait devenir d'abord quelqu'un dans la société française avant de pouvoir devenir français, ce qu'on appelle l'islamisme, et donc selon moi une transition possible vers l'assimilation. La génération du foulard redécouvre la fierté d'être, et avec cette fierté d'être, le projet de réussite sociale, le chemin de l'université. Le petit problème, c'est que le 11 novembre dernier, il y a eu un rassemblement de différents petits partis d'extrême droite à la droite du Front National, pour beaucoup des transfuges, des gens qui ont été exclus. Et donc il préparait donc c'est une réunion pour préparer les élections régionales de 2010. Donc il y avait la nouvelle droite populaire de Robert Spiller, un gars qu'on va retrouver un peu ailleurs aussi, le Parti de la France, le PDF de Carlan, et le mouvement régional national républicain, et puis il y avait ce fameux Marc Georges qui est un ancien cadre du Front National et qui est numéro 2 d'égalité et réconciliation. Et alors durant cette journée, on a toute la journée donc clamé donc l'urgence à se rassembler face au péril de l'islam, à l'invasion, immigration et à la nouvelle internationale révolutionnaire islamique. Donc là, à mon avis, c'est encore empêtré dans les contradictions insurmontables. Donc on va prendre un dernier exemple donc de contradiction, mais encore une fois on pourrait multiplier la liste, mais bon ça présente un intérêt limité, enfin si ce n'est justement de montrer qu'ils sont prêts à tout pour essayer d'élargir leur public à nouvelle cible, on va dire. Donc Alain Soral par exemple se plaint en permanence que ses opposants citent des références des années 30, donc je suppose qu'il fait référence aux gauchos qui citent Trotsky ou aux anards qui citent Kropotkin ou je ne sais qui, sauf que lui-même en fait parsème ses conférences de références parfois explicites à des pacifistes des années 30, hein, donc des gens comme Déa, comme Jacques Doriot, comme Fernand de Pénon. Oui, il l'a fait. Pétain. Mais Doriot, c'est son modèle. Les pacifistes. Et transfuge de la gauche là-dedans. Et donc finalement, je m'étonne.
Et donc finalement en fait, on voit bien la contradiction, hein. C'est-à-dire que lui-même fait ce qu'il reproche aux autres de faire. Et en l'occurrence, il faut préciser quand même, pour ceux qui ne seraient pas calés en histoire, que Doriot, Déa et Fernand de Brinon n'étaient pas que des pacifistes des années 30, c'était surtout des collabos des années 40-45, mais enfin 40-44. Donc voilà, pour ce qui est des contradictions, on pourra en rajouter une autre, par exemple la défense de la laïcité à géométrie variable, c'est-à-dire que ça c'est le genre de choses qu'il affirme sur les plateaux télé, mais bon, il l'affirme pas quand il est devant des catho-intégristes du renouveau français qu'il apprécie beaucoup apparemment. Exactement. Donc ils servent de service d'ordre à l'occasion. Donc deuxième point, concernant la pensée d'Alain Soral, c'est la question en fait de la récupération d'un peu tout et n'importe quoi par Alain Soral, donc d'auteurs qui n'ont jamais été ni militants ni sympathisants d'extrême droite, hein, qui sont même plutôt recrutés, plutôt à l'autre extrémité de l'échiquier politique. Et de même, il récupère aussi des causes, des combats qui n'ont jamais été des combats d'extrême droite, mais dont il estime qu'ils pourraient être aujourd'hui rassembleurs, donc il les récupère à son compte. Donc parmi les auteurs dont Alain Soral se réclame, il y a notamment Guy Debord. Hein. Donc il s'en réclame, mais par ailleurs il le critique, donc c'est pareil, il n'y a pas trop de cohérence là-dedans. Il affirme alors, je cherche la citation, oui, alors qu'en fait, Guy Debord, c'est la partie de l'œuvre de Marx accessible aux publicitaires. Donc, d'ailleurs, ça tombe bien puisqu'il y a une formation de publicitaire, en fait, c'était peut-être la destination de lui-même qu'il écrivait ça. Enfin, donc voilà, il se réclame de Debord, de Pier Paolo Pasolini, de Clastres, de Michel Fousscar. Ah oui, alors pour s'arrêter sur Kluskar, en fait, il a complètement pompé. Hein. Néofascisme, idéologie du désir, c'est vraiment l'ouvrage qui a fait connaître Michel Kluskar. C'est un ouvrage qui a été écrit en 71, dans lequel en fait il décrit de façon quasi prophétique l'évolution de la société de consommation, en fait la mutation du capitalisme qui a eu lieu à partir, dans les années 68 et qui s'est confirmée dans les années 70, d'un capitalisme qui était assis donc sur des valeurs autoritaires, patriarcales, qui étaient chères à la vieille bourgeoisie, à un capitalisme qui a besoin d'ouvrir ses marchés, totalement hédonisme, qui s'appuie en fait sur on va dire une mouvance libertaire, mais qui vient de la bourgeoisie et qui qui donc suscite en permanence la pulsion de consommation de l'individu pour pouvoir valoriser son capital. Alain Soral avait préfacé Néofascisme, idéologie du désir en 98 parce qu'en fait il était proche de Kluskar. Mais à partir du moment où il a commencé donc ce fameux Alain Soral à défendre des thèses d'extrême droite, Kluskar, donc qui était quelqu'un qui était proche du Parti communiste, l'a totalement désavoué. Hein, il a de façon très explicite d'ailleurs. Ça n'empêche pas que Soral continue en permanence de se revendiquer de Kluskar, de reprendre tous ses concepts. Il peut le faire d'autant plus facilement que Kluskar est mort il y a quelques mois, donc voilà, il n'y aura plus personne pour reprendre tous les concepts, de la critique du freudo-marxisme, en passant par l'idéologie néofasciste du désir, la critique de l'aspect libertaire du capitalisme, etc., etc. Ce qui d'ailleurs lui permet d'être totalement antiféministe et de façon très explicite. Hein. Donc ouais, voilà, c'est vraiment le marxisme Alain Soral qui se fait passer pour un intellectuel se revendiquant d'Hegel, de Marx, qui nous dit que Marx aujourd'hui voterait pour Le Pen. Donc c'est tu rigoles quoi. Donc justement, il était bercé trop près des murs. Là. Donc justement, on y arrive à la question de la récupération donc de Karl Marx par Alain Soral. Donc par exemple, il se justifie depuis longtemps déjà, il a une grande passion dans sa vie. Alain Soral, c'est la défense du petit patron et du petit commerçant qui est victime des impôts qui sont trop élevés et des prud'hommes qui sont impitoyables. Et donc il fait ça en disant que c'est des économistes marxistes qui depuis les années 90 prônent un tel soutien au petit patronat, au petit commerce, etc. Sauf que bien sûr, il n'a jamais cité un seul économiste marxiste qui demande à soutenir le petit patronat. C'est tout simplement parce que ça n'existe pas. Alors, on attend toujours une seule citation d'un économiste marxiste qui aurait à demander à ce qu'on défende cette fraction-là du petit patronat, du patronat, victime peut-être, je sais pas, Poujade. Justement, oui. C'est typiquement poujadiste, effectivement, donc de récupérer. Donc, mais il y a une sorte d'arrogance permanente, justement, c'est une des caractéristiques également du sous-fascisme, dire qu'il se sent si fort qu'il peut occuper tout le terrain, tu vois, et y compris et surtout le terrain de l'ennemi, en prétendant se rapproprier tous les concepts, la culture. C'est du sous-sarkozisme. Hein, alors,
Quoique, même pas du tout Sarkozy, mais je pense que Sarkozy est repassé au-dessus avec ses... Non, oui aussi. C'est bien ce que je dis. Avec ses récents discours. Donc voilà, toujours sur cette question là, donc des rapports entre Soral et le marxisme, enfin de ce qui prétend être marxiste, hein, qui n'a rien à voir avec le marxisme. Soral affirme par exemple, quand on est marxiste, on doit fonctionner sur des concepts marxistes. Quand on abandonne tous ces concepts pour se fonder sur des concepts petits bourgeois, on se casse la gueule. Et pourtant, donc le même Alain Soral, qui se réclame de Karl Marx et du marxisme, affirme que pour faire quoi que ce soit de subversif en politique, il faut faire confiance aux patrons de bistrot, aux chauffeurs de taxi et à ce qu'on appelle la petite bourgeoisie. Donc, et il préfère faire confiance à ces catégories-là de population que aux professeurs, aux étudiants. Donc, pour quelqu'un qui reproche donc à ses opposants de ne pas être des marxistes orthodoxes, c'est quand même assez paradoxal, puisque pour autant qu'on sache, Karl Marx n'a jamais écrit qu'il fallait qu'il fallait accorder une quelconque importance aux petits patrons de bistrot, aux chauffeurs de taxi. Il est un peu en retard, parce qu'avant les chauffeurs de taxi c'était des généraux tsaristes, ou des princes, ouais, tout à fait. des Russes blancs, mais ça, il y a longtemps. Donc voilà, donc bel exemple de récupération par Soral, donc du marxisme. Donc Soral va quand même assez loin, enfin en fonction du public il s'adapte. Quand il fait une conférence devant un public d'extrême droite, par exemple, donc devant des sympathisants et militants du Parti populiste, il n'hésite pas par exemple à dénoncer l'idéologie maçonnique, donc c'est quand même très connoté, hein, ça le classe quand même assez clairement à l'extrême droite sans être excessivement paranoïaque. Judéo-maçonnique. Oui, il manquait le judéo, mais l'idée était là. Et il n'hésite pas non plus à faire référence donc à la propagandiste du Troisième Reich, Leni Riefenstahl, donc c'est pareil, c'est quand même des références assez connotées à l'heure actuelle. Il se plaint même du fait qu'il y ait eu des procès à la Libération, donc le tribunal de Nuremberg et les exécutions ou les sanctions diverses qui ont frappé les collabos, donc il trouve ça intolérable. Il explique qu'on tue tous les nazis parce que c'était le mal, donc on éraille de la planète Terre, apparemment. Je sais pas, il fallait les laisser en vie ou les protéger. Autre chose, mais on est toujours en lien, on est toujours sur la question de l'extrême droite, c'est la défense par Alain Soral, donc disons en fait de certaines fractions du capitalisme contre d'autres fractions. Donc c'est une stratégie assez classique. En période de crise économique, quand on se veut subversif, on ne peut pas faire l'économie d'une critique du capitalisme. Donc Soral s'y résout, mais il ne vise que certaines strates bien précises du capitalisme. Alors c'est tout le temps les mêmes, hein, c'est pas très original, l'extrême droite a ses préférences. Donc par exemple il dénonce le fait que le capitalisme, l'économie de marché est portée par les élites blanches occidentales judéo-protestantes. Hein. Donc judéo-protestantes, hein, pas les autres. Hein. Pas les catholiques. Si vous êtes patron et que vous êtes catholique, c'est bon, vous n'êtes pas responsable de la crise. Mais tu sais bien que le catholicisme est contre le lucre. Et d'ailleurs, oui, et Soral est contre le lucre aussi, puisqu'il dénonce beaucoup la finance mondiale spéculative. Donc c'est une expression qu'il aime bien. Ça permet de pas dire capitalisme ou société de classe. Ça reste vague, mais en même temps, ça se veut vaguement subversif. C'est censé choquer le bourgeois. Donc il dénonce la finance mondiale spéculative. Évidemment, dans le contexte actuel, il y a aucun, dans le contexte de crise économique, comme Sarkozy. Hein. Voilà, c'est ce que j'allais dire exactement. Il y a aucun mérite à le faire. Hein. Et qui ne le fait pas dans la classe politique française? Le centre le fait, la droite le fait, la gauche le fait. Tout le monde est anticapitaliste, enfin anti-spéculation, anti-finance mondiale spéculative. Évidemment, c'est la pure démagogie, hein, parce que bon. Ah bon. Si, je t'assure. Alors, c'est de la pure démagogie. si, puisque c'est le même Soral qui nous expliquait donc du temps où il était au Front National. Il ne le dirait peut-être plus aujourd'hui, mais c'est le même Soral qui nous expliquait que sur les questions économiques, le programme du FN était un programme de gauche. Hein, donc, alors que bon, quand on se penche quand même en détail, il suffit d'ailleurs d'aller voir le site du Front National. Ils se cachent pas. Hein, ils sont contre le droit de grève. Ils sont pour la retraite par capitalisation. Ils sont pour moins de fonctionnaires. Enfin, en gros, ils sont pour le programme économique de Nicolas Sarkozy, tout simplement. Voilà. Oui, 90% du programme. Voilà, 90%. Ouais. Donc en fait, Nicolas Sarkozy a vraiment pompé Soral, quoi. Ouais, il devrait demander des droits d'auteur ou quelque chose, parce que. Ouais. Peut-être faire une petite pause, non? Ouais. On va la faire cette petite pause. Radio Libertaire 89.4, la voix de la Fédération anarchiste, l'émission de la CNT Énergie, et donc je rends la parole à Vincent, à Bernard et à tous nos amis. Voilà. Qui veut reprendre la parole? On va peut-être continuer sur le cas Soral. Ouais, je m'excuse d'avoir parlé un peu trop vite à un moment donné, hein, surtout dans la lecture des petits textes là. Oui, tu t'es emballé à un moment donné, mais bon, c'est pas grave, t'as les bons freins. Donc sur Soral, donc tellement de choses à dire.
Ouais, et on va pas avoir le temps d'ailleurs. Un des caractéristiques d'Alain Soral, c'est pas surprenant, c'est l'antisémitisme. Donc un social-démocrate allemand au XIXe siècle disait que c'était le socialisme des imbéciles. C'est toujours aussi vrai. Hein. Donc c'est de manière générale, on en a parlé dans l'introduction sur qu'est-ce que le sous-fascisme. Un des points communs à tous les sous-fascistes, c'est le prétendu antisionisme, dont on comprend bien qu'en fait il n'a rien à voir avec le conflit israélo-palestinien et ce qui se passe réellement au Proche-Orient. C'est qu'un masque, un prétexte. Donc on va pas rappeler les déclarations d'Alain Soral. Hein. D'ailleurs, il a été condamné pour certains de ses propos en justice sur la question. Ce qui est intéressant, c'est que parfois il est plus abusif. C'est-à-dire que il en a peut-être marre d'être trop souvent condamné en justice. Donc il tient des propos plus, par exemple dans sa propagande. Enfin les intellectuels qu'il vise, quand on regarde, en fait, il ne vise que des intellectuels juifs. On a l'impression que c'est les seuls qui. Enfin, effectivement, quand on l'entend viser des gens comme Alain Finkielkraut ou Bernard-Henri Lévy ou André Glucksmann, etc., ça peut paraître à première vue plutôt sympathique, puisque bon, c'est des gens, ils ont soutenu à peu près toutes les guerres américaines de ces dernières décennies. Avant, ils étaient maoïstes ou staliniens, ils étaient déjà des ordures. Maintenant, ils sont d'extrême droite, ils se cachent même pas. Donc effectivement, mais il n'en reste pas moins vrai qu'on se pose des questions, puisqu'il y en a plein d'autres qui sont tout aussi dégueulasses, hein, et dont Alain Soral ne parle jamais. Donc il joue sur les deux tableaux, c'est-à-dire qu'à la fois il peut passer pour un. Donc déjà, premier point, ça lui évite les condamnations en justice, puisqu'il parle pas des juifs en général, il ne tient pas de propos antisémites, il parle de quelques intellectuels d'une communauté qu'il ne nommera pas, comme il dit lui-même. Et donc ça lui évite les condamnations pénales, et puis surtout ça lui permet de passer pour un type qui ose s'en prendre aux puissants, alors qu'en fait, en ne visant que des intellectuels à l'origine ethnico-religieuse supposée commune, ça lui sert surtout à épargner la bourgeoisie dans son ensemble. Surtout des marionnettes médiatiques. Hein. Voilà, oui, des clowns médiatiques. Mais il est sur son terrain. Oui. Bah, c'est des concurrents en fait, c'est pour ça qu'il les déteste, hein, c'est ça. Ils sont plus forts que moi. Ils ont plus d'expérience, ils ont commencé il y a plus longtemps. Ils ont commencé en fait. de bonne heure, ouais. C'est sûr. Et d'ailleurs, ça permet de faire la transition, puisque le point commun justement entre Soral et ces gens-là, c'est que c'est tous d'anciens Stal ou d'anciens Mao. Soral, donc c'est un ancien stalinien, il est passé par le Parti communiste, et il en a gardé de graves séquelles, puisqu'il considère encore aujourd'hui, hein, en 2009, ou du moins il y a peu de temps, il considère encore que la CGT c'était un réseau de résistance ou d'opposition traditionnelle. Alors que bon, quand on se penche sur l'histoire de la CGT, ça fait au moins depuis 1936 qu'elle est dans le camp d'en face. Donc soit Soral est nul en histoire, soit je sais pas, il a des affinités particulières avec Bernard Thibault et avec ses prédécesseurs à la tête de la CGT. Eh ben, on va balancer un seau d'eau. Donc dans la même veine, hein, toujours concernant le stalinisme de Soral, il y a la dénonciation classique du capital apatride et du capital nomade. Donc la thèse, elle est classique, hein, ça reprend en fait ce que racontait Staline à propos de ces théories du socialisme dans un seul pays, quoi. Hein. C'est-à-dire que par opposition au capital, aux capitalistes qui ne connaît pas de frontières, qui est cosmopolite, hein, qui se joue des frontières entre États. Donc les travailleurs, eux, se doivent d'être nationalistes par opposition au capital apatride. Donc c'est bien joli tout ça, mais c'est peut-être ce que racontait Staline, mais ça n'a rien à voir avec le marxisme. Hein. Enfin, pour rappel, le manifeste du Parti communiste se termine par un appel à l'union des prolétaires de tous les pays, quoi. Hein. Pas chacun chez soi, ou une version déformée du marxisme. Enfin, c'est du stalinisme en fait, hein, tout simplement. Et concernant donc Alain Soral, il se contente pas de faire l'apologie donc du stalinisme. Hein. C'est de manière générale tous les régimes ou la plupart des régimes répressifs qui ont ses faveurs. Hein. C'est quand même un trait marquant chez Alain Soral. Tout ce qui est autoritaire, mais qui semble en apparence s'opposer à l'impérialisme américain, est aussitôt classé comme régime. Je ne sais quoi, régime alternatif ou régime anti-impérialiste. Donc ça aboutit quand même à ce qu'Alain Soral ait pris la défense, par exemple, donc de la Russie de Poutine, hein, qui est présentée comme une puissance alternative. Poutine, donc quand on regarde dans la propagande de égalité et réconciliation, Poutine est vraiment présenté comme un symbole, quoi. La réalité c'est que c'est un ancien du KGB qui a rétabli le capitalisme privé en Russie, qui a privatisé ce qui restait à privatiser, notamment les chemins de fer. Qui a saccagé ce qui restait du système de retraite de l'ex-Union soviétique. Donc voilà, hein, Soral présente ce type, comme ça montre bien d'ailleurs ses conceptions sociales, hein, et le camp en termes de classe sociale duquel il parle quand on voit qu'il fait l'apologie de Poutine. Donc il s'arrête pas là, hein, il était aussi un grand fan du régime du défunt Saddam Hussein, qui est présenté pareil comme un chef d'État
d'une puissance alternative, alors que bon, Saddam Hussein c'était tellement une ordure qu'il a réussi l'exploit d'avoir à la fois le soutien de l'Union soviétique stalinienne et des États-Unis et de la France bien sûr. Donc voilà. Alors, ça, on en parlera tout à l'heure si on a le temps. C'est ce fameux alter-impérialisme que défendent en fait largement tous les sous-fascistes, du réseau Voltaire en passant par le mouvement des indigènes de la République, Alain Soral, qui est un peu la marionnette chef de tout ça. Il y a un cas vraiment, c'est le cas du réseau Voltaire qui est un cas extrêmement explicite quoi. On en parlera tout à l'heure où là on a un retournement de situation, on va dire au début des années 2000 après les attentats du 11 septembre et après juste après l'invasion, enfin pendant l'invasion américaine en Irak où le réseau Voltaire devient une officine de diplomatie parallèle de la France chiracienne. C'est pas moi qui le dis, ce sont des gens comme Michel Sidbon, qui a été fondateur du réseau Voltaire en 1994. Donc ce réseau Voltaire qui défend les positions de Chirac contre l'impérialisme américain, qui compare le discours de Chirac en 2004 à celui de Gaulle sur l'indépendance de la France. Réseau Voltaire qui se rapproche également fin 2004 des services chinois. On en parlera également tout à l'heure, de l'Iran, de la Syrie, du Liban, des organisations comme le Hamas et le Hezbollah sont en permanence adulés par les indigènes de la République, par Kémy Séba, par tous ces mecs-là, comme des organisations de résistance face à l'empire américain, le grand méchant qui vient tout détruire. Excuse-moi, je te laisse continuer. Donc, justement, le régime le plus consensuel, c'est celui que tu as évoqué, c'est la République islamique d'Iran, en fait, qui est effectivement à la fois, enfin, le soutien, je pense que, donc de Dieudonné, qui était en Iran il y a quelques jours, d'Alain Soral, bien sûr, donc toute cette mouvance égalité et réconciliation, mais aussi effectivement donc des islamo-gauchistes, donc le principal noyau de cette tendance, c'est le mouvement des indigènes de la République, mais également certaines tendances pseudo-trotskistes type socialisme par en bas, socialisme international, tout ça au nom de l'anti-impérialisme. Donc ça amène à soutenir donc un impérialisme en fait qui est aussi une puissance impériale mais minoritaire contre l'impérialisme américain qui serait pire que les autres, ou Corée de nature, enfin qui ferait qu'en gros tout régime qui s'oppose à lui est systématiquement classé comme régime méritant le soutien donc de toutes les mouvances sous-fascistes. Donc d'ailleurs pour l'anecdote, ils se sont vraiment vautrés dans le ridicule. C'est le réseau Voltaire qui en plein mouvement social de masse, en pleine manifestation monstre en Iran, a affirmé que nous expliquait qu'en fait voilà, c'était téléguidé par la CIA et que grâce à une organisation par le biais de l'utilisation des téléphones portables, ils avaient réussi à mettre des millions de gens dans la rue contre le pauvre régime iranien qui tente de résister à l'invasion américaine, d'ailleurs qu'on attend toujours maintenant depuis 4 ans quoi. Ça fait 4 ans qu'on nous l'annonce. Donc voilà, là c'est vraiment on confine là au ridicule. Un mec comme Michel Collomb, pareil, qui est invité sur les plateaux de télé, sur France 3, etc. C'est le spécialiste de la défense du régime iranien, spécialiste de la défense du régime criminel d'Hugo Chavez. On avait fait une émission, oui, je me souviens. Vous vous souvenez, en 2006, où on disait qu'en fait, évidemment, le régime d'Hugo Chavez n'a jamais été, c'est le régime qui a le plus ramené de multinationales sur le sol vénézuélien, qui livre en partie ou une bonne partie de la forêt vénézuélienne aux rapaces chinois, américains également, avec Chevron, Exxon, qui massacre à coups de tronçonneuse des Indiens dans la forêt dans la forêt vénézuélienne, qui déplace des cimetières, qui déplace des populations entières pour pouvoir exploiter le gaz, le charbon et le pétrole. Donc c'est très intéressant. Il faudra demander aux libertaires vénézuéliens, nos amis del Libertarios, ce qu'ils en pensent, qui se sont fait tirer dessus il y a 3 ans au 9 mm. Voilà. Donc le dernier point concernant Alain Soral, ça va de soi, mais bon, c'est toujours bien de le rappeler. Donc c'est son arrivisme et sa haine de classe.
Son arrivisme, parce que c'est un type qui quand même, enfin si on en croit sa biographie officielle, hein, c'est lui qui le dit, il est quand même parti du mouvement punk au départ. Hein. Il est parti du mouvement punk pour se retrouver publicitaire quelques années plus tard, à moins qu'il ait fait les deux en même temps, mais bon ça paraît difficile à concevoir. Là, il s'est retrouvé stalinien, donc nos futurs. Ouais, nos futurs. Il s'est retrouvé stalinien dans les années 90. En 2002, il prétendait être proche de Jean-Pierre Chevènement. Alors juste une petite aparté sur son engagement au sein du Parti communiste, hein, Parti communiste qui considère comme le parti de classe, là où il a vraiment rencontré ce qu'il y avait de meilleur dans l'humanité. Enfin, il a fait partie, il a avoué ça il y a pas longtemps en fait de ce petit groupe de Stahl qui d'ailleurs se sont fait virer, mais enfin lui il s'est planqué, apparemment il n'a pas été chopé, qui au début des années 90 faisait des rencontres donc avec l'Idiot International, mais également des mecs comme Alain de Benoît, des gens donc de Éléments, du Grèce, et qui en fait voulaient complètement décomplexer la position souverainiste, nationaliste au sein du Parti communiste. Donc on a vu aussi que évidemment à l'époque que ces gens-là avaient des vues assez étranges concernant l'antisémitisme, et donc il y a eu quelques purges qui ont été faites dans les années 90, mais Soral n'a pas été touché. Et ça renseigne d'ailleurs sur son évolution, parce que ce mec-là, en fait, il est évidemment opportuniste, mais enfin, il a toujours été, il a toujours eu des penchants antisémites sous couvert d'un antisionisme. Donc pour finir sa trajectoire, en 2002, il semblait proche de Jean-Pierre Chevènement, c'est ce qu'il affirmait. Mais il a depuis avoué qu'il avait finalement voté Le Pen, donc en 2002. Il a avoué ça après coup. Il rejoint donc le Front National en 2006. Et il y reste assez peu de temps. Il le quitte en 2008 en fait, après l'échec des municipales en fait, puisque bon le FN fait un score minable. À cause des problèmes financiers, notamment dans beaucoup de villes, y compris des grandes villes, le FN n'est même pas en mesure de présenter des listes. Donc Alain Soral quitte le Front National à ce moment-là. Et donc se présente aux élections européennes de cette année sur la fameuse liste anti-sioniste, donc de son nouvel ami Dieudonné, puisqu'il n'a pas toujours aimé. Voilà pour la trajectoire donc d'Alain Soral. Donc soit dit en passant, pour quelqu'un qui reproche à ses adversaires politiques leur capacité à retourner leur veste, lui surpasse à lui tout seul tous ses adversaires politiques réunis en ce domaine. Puisqu'il aura fait à peu près toutes les tendances politiques, enfin en apparence, à part le centre en fait quoi. Il a fait l'extrême droite, il a fait les staliniens, le mouvement punk, le souverainisme de gauche avec Chevènement, enfin il a tout fait quoi. Puis il a fait tous les plateaux de télé, les émissions les plus débiles d'abrutissement des masses, quoi. C'est-à-dire que c'est un mec qui critique la spectacularisation de la société, qui critique l'idéologie de la consommation, le divertissement abrutissant. Le mec, il se retrouve chez Evelyne Thomas. Ouais. C'est mon choix quand même. C'est mon choix. Ouais. Il s'avachit sur les plateaux tous les dimanches de Paul Vermus, où il joue le pauvre type de service, où il commence à Ardisson aussi, il a longtemps les femmes. Ardisson, pareil. Donc Mireille Dumas, où il raconte sa vie, il nous parle de sa sœur actrice, qu'il aimait pas son père, qu'il voulait pas... Enfin, non, c'est une catastrophe le mec là. Et oui, par contre, il critique les émissions d'Arthur et Stéphane Bern, hein, donc c'est celle-là particulièrement. Et peut-être parce qu'il n'est pas passé, tout simplement. Ouais. il a peut-être pas obtenu le droit, donc je sais pas, peut-être qu'il était frustré, du coup il s'est vengé sur eux. Mais effectivement, donc c'est ça, hein, c'est tout le paradoxe quand même du type qui critique, qui prétend reprendre à son compte la critique de Bordienne de la société du spectacle et qu'on voit sur tous les plateaux télé depuis déjà depuis presque une décennie, quoi. Il devrait faire Koh-Lanta. Pourquoi pas. Faudrait l'envoyer en Russie, tu sais, en Sibérie. Donc sur Alain Soral, on a à peu près fait le tour. C'est quelqu'un qui a un ego assez... D'ailleurs, il s'en plaint, enfin, il cache pas lui-même que son objectif c'est de passer à la télé, hein, puisque, bon, je vais vous le citer, là, on voit quand même le type qui est angoissé à l'idée, éventuellement, un jour, de ne plus passer à la télé, de ne plus être interviewé, de passer à la radio, etc. Hein, il dit... si vous ne faites pas ce qu'il faut, vous êtes progressivement marginalisé, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus passer dans les grands médias, vous êtes un peu mal vu. On voit bien ceux qui peuvent se maintenir et ceux qui sont marginalisés, et pourquoi. Et cette marginalisation, elle est au niveau des médias, évidemment, c'est-à-dire qu'on est disqualifié, on n'est plus invité, etc. Moi, on voit très bien d'ailleurs que je passais beaucoup dans les émissions, mais à un moment donné, on ne m'a plus vu, et c'est là qu'ils commencent à s'inquiéter. D'ailleurs, les gens ne se posent même pas la question, tiens, on ne vous voit plus, donc ils risquent de retomber dans l'oubli. Donc apparemment, il manque pas à grand monde, hein, il l'avoue lui-même, puisque les gens ne se demandent pas pourquoi il passe plus à la télé, donc c'est qu'on peut vivre sans Alain Soral. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour sur Alain Soral. On peut faire une petite pause, on va...